Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à cette nouvelle émission Maisie du Kamouraska, une émission qui met en valeur les producteurs et les produits de chez nous. Je rencontre Dominique Hamel des Alpagas d'Aldo et Jennifer, blogueuse de Moi Mes Souliers, nous parle de manger local lorsqu'on voyage. Et j'ai à mes côtés Kim Côté, un des chefs de la brigade et copropriétaire du Café Bistrot Côté Est. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Kim? Bien, aujourd'hui, Anne-Christine, c'est assez particulier parce que toute la cuisson va se faire sous vide. Alors, j'ai un gigot d'alpaga qu'on va faire en croûte de capre. Alors ça, c'est cuit tranquillement à 64 degrés, ainsi que des petites tomates cerises, des asperges et une patate pilée au fromage. J'ai vraiment hâte de goûter à l'alpaga parce que j'ai jamais goûté. Ça a l'air vraiment spécial. Ben, moi, j'en ai mangé, ça faisait longtemps, quand j'ai fait un voyage au Pérou. Puis sinon, je te dirais que ça goûte entre le chevreuil et le veau. C'est à peu près ça. Bien, j'ai hâte de goûter. Donc, aux cuisines, tu nous prépares ça, puis on se retrouve à la fin de l'émission. C'est bon. Super! Yes! Yes! Alors, Perle, qu'est-ce que tu nous as préparé pour bien partir l'émission? Alors, cette fois-ci, on est dans la tradition des long drinks, donc cocktail allongé. Comme on va faire une excursion en Amérique du Sud, j'ai décidé d'aller dans la tequila, donc un petit clin d'œil sud-américain. Donc, c'est le Pepito Colón à base de tequila brune Cazadores, une tequila que j'adore, qui a un beau goût boisé, donc à la fois rafraîchissant. Vous allez voir, c'est très pétillant en bouche, toutes ces saveurs, mais il y a un petit goût boisé là, qui vient comme colmater là, les saveurs. Donc, voilà, le Pepito Colón. Pepito Colón. Et je dois dire aussi qu'on a mis du verjus en guise de jus de citron. On a mis quand même du citron pour décorer, mais le verjus de Samuel de la ferme Le Racu peut remplacer le jus de citron. OK. Donc, traditionnellement, à l'époque, on n'avait pas de jus de citron ou de vinaigre, on utilisait le verjus. Donc, c'est un clin d'œil encore, Kamouraska Sud-América. Santé! Santé! Alors, je suis en compagnie de Dominique Hamel, copropriétaire des Alpagas d'Aldo. Bonjour, Dominique. Bonjour. Donc, tu fais l'élevage d'alpagas. Effectivement. D'où vient ton amour pour l'alpaga? Ça débute d'un voyage de noces que j'ai fait avec ma conjointe Alice au Pérou. L'autre copropriétaire. Effectivement. Donc, on a découvert l'animal dans notre voyage. Puis, ce n'est que plusieurs années plus tard, environ 6 ans, on a découvert qu'il y avait des élevages d'alpagas au Canada. Alors, ça nous a amené un peu de curiosité. Moi, j'ai un background académique en agriculture. Puis, l'intérêt des animaux pour Alice et moi, bien, de fil en aiguille, bien, l'intérêt de démarrer un projet d'élevage. De là, on a démarré en 2010 notre élevage. Et c'était quoi la mission première de faire un élevage d'alpaga? C'était pour la fibre? 2 volets, la fibre. Okay. Effectivement, l'alpaga, on l'élève. La première raison de l'élevage, c'est la fibre. Alors, on va faire la sélection, la reproduction en fonction d'améliorer toujours la qualité de la fibre de l'animal. Alors, 2 volets, la fibre, puis aussi la reproduction. Donc, travailler dans la génétique, dans la race, améliorer la race. Et vous faites aussi de la vente d'alpaga? Effectivement. Alors, tous nos animaux sont enregistrés et des gens qui seraient intéressés par l'élevage ou amener de la nouvelle génétique dans leur troupeau, bien, peuvent nous contacter. Mais comment on fait pour faire venir l'alpaga? Est-ce que vous avez commandé vos alpagas en Amérique du Sud? Comment ça se passe? Oui, non. En fait, le Pérou ont fermé leurs frontières. Il y a plus de 20 ans, on ne peut plus importer d'alpagas. Ils ont protégé leur industrie qui est très développée au Pérou. Donc, moi, je les ai pris au Canada.
au Québec, en Ontario, jusqu'à Niagara Falls, où j'ai dû faire un beau voyage de minivan pour m'y rendre. T'es allé chercher les alpagas en minivan? Effectivement. Okay. Puis, combien t'en avais? J'en avais 3 dans la minivan, là, Okay. avec un beau sous-tapis pour protéger le fond de la minivan. T'es sortais pour qu'ils fassent leurs besoins de temps en temps? Oui, l'eau, foin, moulé. On avait des arrêts prévus en chemin. Et si on parle de la fibre, t'en as devant toi, t'as un foulard, t'as du... C'est un écheveau de fil d'alpaga de notre ferme, oui. On peut dire que c'est vraiment de la fibre de luxe. Effectivement. L'alpaga, quand on parle de la fibre d'alpaga en Amérique du Sud, bien, on parle de la fibre des rois des Andes. Alors, c'était vraiment la fibre de luxe utilisée par les chefs, les grands chefs là-bas. Puis encore aujourd'hui, c'est une des fibres les plus douces qu'on peut retrouver, une des fibres naturelles, bien entendu, les plus douces. Alors, souvent, l'alpaga est comparé à la soie, juste un petit peu en termes de qualité, tout près de la soie, ou le cachemire, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la laine de luxe. Exact. Et si on compare ça avec la laine de mouton, par exemple, ça, c'est beaucoup plus chaud, plus résistant et plus doux. Effectivement, c'est plus isolant. De là, la chaleur, c'est plus résistant. Puis le confort, là, c'est le premier toucher qu'on fait sur les produits de fait d'alpaga. C'est là qu'on sent le confort, la douceur de la fibre. Si on parle des étapes de transformation, comment vous faites avec la fibre d'alpaga? Oui, on travaille avec une filature qui est située au Nouveau-Brunswick, à qui on envoie nos toisons que moi je récolte. Et ils vont les nettoyer, filer, nous retourner les fils pour que nous, on puisse travailler après à la transformation, faire des produits prêts à porter. Et qu'est-ce que vous faites comme produit? Bien, on offre bien sûr des fils pour les tricots, des foulards. On offre aussi des semelles pour mettre dans les bottes et toutes sortes de tricots qui pourraient servir à se garder au chaud durant l'hiver. Et si on parle des alpagas, parlez-nous un peu de leurs caractéristiques. Est-ce que c'est facile de faire de l'élevage d'alpagas? Oui, surprenamment, c'est très facile parce que c'est un animal qui est quand même rustique. Dans les Andes, il vit en altitude, donc il y a des températures très froides là aussi. Mais en Amérique du Nord, bien, on peut l'élever dans des bâtiments qui ne sont pas chauffés ni isolés. Alors l'hiver, il est très résistant. On fait la tonte au printemps, alors il y a le temps de rebâtir toute sa toison pour être bien isolé pour l'hiver, pour démarrer l'hiver. Alors très facile de garder des alpagas seulement de ce point de vue-là. Puis c'est pas un animal qui est très gros, qui va détruire les champs, il y a des petits coussinets en dessous des pattes. Alors, c'est aussi pour le terrain, là, c'est vraiment facile. Est-ce que c'est sociable comme animaux? Est-ce qu'on peut les caresser, par exemple? C'est un animal grégaire de troupeau, mais c'est, je pense, dans la nature, quand il voit le danger, il se sauve. Donc, c'est la même chose. Quand on veut s'approcher d'un alpaga, il va toujours se garder une distance. Il ne voudra pas venir nous voir, nous mâchouiller le bout du manteau ou rien de ça. Mais quand on réussit à les dresser, parce qu'on peut le faire, on peut les dresser, les entraîner au licou, bien là, on pourrait facilement en faire, pas un animal de compagnie, mais presque. Mais il faut faire attention aussi parce que c'est dans la famille des lamas, donc il peut nous cracher au visage. Oui. Faut faire attention. Effectivement, là, quand on ne s'y méfie pas, puis on peut recevoir un peu de substances nauséabondes. Ça vous est arrivé? Mais multiples fois, oui. Si on parle des naissances, une femelle donne naissance à un cria par année environ? Effectivement, seulement un. Les portées doubles, multiples, c'est très, très rare. Là. Ça fait un événement dans notre industrie. C'est un cria par année. Le temps de gestation, c'est 11 mois et demi. Alors, c'est pas un élevage qui est très intensif. Alors, on n'a pas beaucoup de naissances. Donc, on y prend très soin à ces crias lorsqu'ils naissent pour assurer leur survie. Là. Et là, vous êtes rendu à une autre étape. Vous voulez vendre de la viande d'alpaga. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'aller dans ce côté-là? Oui. Bien, en fait, au niveau de la fibre, pour pouvoir continuer à améliorer notre troupeau puis la qualité de la fibre, on doit continuer dans la reproduction. Puis la viande, en faisant des recherches, on s'est aperçu que c'est une viande qui est d'excellente qualité également. Très maigre, très riche en protéines et en fer. Donc, au niveau alimentaire, c'est une très bonne viande. Faible en cholestérol également. Alors, il y aurait un intérêt pour nous aussi de promouvoir cette viande-là. Ça nous permettrait de grandir notre cheptel, de pouvoir continuer à améliorer la qualité de notre troupeau, puis d'offrir un nouveau produit à partir de cet élevage.
Mais là, c'est nouveau, là, manger de la viande d'alpaga. Comment vous allez faire pour faire découvrir là, cette nouvelle viande aux Québécois? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Il va falloir s'associer avec peut-être des restaurateurs ou nous, déjà, on offre à des clients s'ils veulent nous rencontrer puis ils seraient intéressés à se procurer une bête ou une demi-bête pour pouvoir expérimenter à travers une année, par exemple, parce qu'ils remplissent leur congélateur de différentes coupes. Bien, on est ouvert puis on le propose comme ça. Puis, de bouche à oreille, l'expérience va se diffuser. Donc, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure pour vous. Effectivement, ça amène des nouveaux défis à notre entreprise, puis c'est très stimulant. Est-ce que tout se mange? Oui. Toutes les parties? Oui, oui. Effectivement, là, la carcasse au complet, on a des pièces, des recettes, des menus qui peuvent se faire et s'offrir. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la viande d'alpaga? Un bon steak sur un barbecue? Oui. On peut effectivement aussi se faire du haché pour aller dans des saucisses ou des hamburgers, à la limite, ou on peut y aller dans les coupes, gigots, longes, côtelettes. Et Dominique, on peut aller vous voir à la ferme aussi. Oui, effectivement, tous les étés, on offre un volet agro-touristique avec des visites guidées accompagnées où les gens peuvent découvrir l'alpaga, découvrir son élevage, les étapes de transformation de la fibre et encore plus. Est-ce qu'on doit réserver d'avance pour venir vous voir ou vous êtes ouvert à tous les jours pendant l'été? Bien, durant l'été, on est ouvert du mercredi au dimanche. On peut consulter notre site web où on a une page Facebook très active. La copropriétaire s'y occupe très bien. Alors, c'est facile de nous trouver, nous contacter. En dehors des plages durant la saison estivale, on peut aussi prendre rendez-vous et si on est disponible, on se ferait un plaisir de recevoir les gens. Et je sais aussi que vous faites une journée porte ouverte à chaque année. Oui. Pour ceux qui sont curieux de voir ces magnifiques bêtes, parce qu'on peut le dire, là, des alpagas, c'est vraiment très beau. Oui, effectivement, en septembre, on essaie toujours de se faire un beau moment, spécialement pour les gens de la région, pour qu'ils viennent ensemble, puis on peut se dédier complètement à leur présenter, puis leur faire découvrir au-delà de juste l'alpaga, mais aussi des projets artisanaux qu'on peut faire sur place. Et j'ai oublié de vous demander, vous avez commencé avec combien d'alpagas et maintenant vous en avez combien? Mais on a commencé rapidement avec une dizaine et aujourd'hui, on est rendu à près d'une quarantaine. Alors, combiné de mâles reproducteurs, femelles, criards, donc un troupeau qui se constitue au-delà de la moyenne des troupeaux qu'on peut retrouver au Québec. Est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce qu'il y a eu certaines embûches dans l'élevage d'alpaga? Bien, je pense qu'on est rendu maintenant, quand on se lancer dans notre projet de viande, c'est parce qu'on est à la croisée des chemins. Là, on veut prendre une autre direction, puis aussi une autre envergure avec notre entreprise. Puis les vrais défis sont maintenant, à vouloir développer, diversifier notre entreprise et de la faire rayonner plus large encore que simplement dans le côté textile. Merci Dominique. Restez avec nous, la chronique de Jennifer, blogueuse de Moi, mes souliers, dans un instant. Alors, c'est le temps de la chronique de Jennifer qui va nous parler manger local quand on voyage. Bonjour Jennifer. Bonjour. Donc, pourquoi c'est important de manger local lorsqu'on voyage? Par curiosité, ne serait-ce que quand on visite un pays, moi, c'est sûr que je veux pas manger comme à la maison. Je veux découvrir vraiment la culture locale qui passe par la gastronomie beaucoup, mais aussi parce que, ça, c'est un peu ma définition à moi de manger local. Dans un plat, il y a de l'histoire, il y a de la religion, il y a de la culture, de l'art, il y a de tout. Fait que manger local, c'est toutes les formes du voyage en soi là, dans l'assiette. Moi, c'est ce que je recherche, en tout cas, là, quand je cherche des plats locaux. Puis c'est la rencontre aussi, là. C'est sûr que quand on mange dans des endroits plus touristiques, on a peut-être moins le temps de jaser avec les gens, découvrir qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi l'histoire derrière le plat, les origines aussi. Des fois, ça a une connotation religieuse ou ne serait-ce qu'historique parce que dans ce pays-là, il n'y avait pas tel produit, donc ils mangeaient autre chose. C'est vraiment, c'est ça, c'est la rencontre de la personne, prendre le temps, l'espèce de mode slow food, là, manger doucement, découvrir lentement la gastronomie. Ça fait partie pour moi du plaisir du voyage. Mais des fois, on peut se faire, disons, prendre dans un attrape-touriste. Est-ce que tu as
quelques trucs pour nous aider à ne pas se faire attraper justement dans des restaurants qui prônent les produits locaux, mais finalement, ce n'est pas vraiment. Mais je pense que si on ne se fait pas attraper au moins une fois, on n'est pas vraiment en voyage. Là. Tout le monde se fait prendre, c'est normal, c'est correct. Il faut accepter, mais c'est sûr que moi, mes conseils pour ça serait de s'éloigner de la zone touristique. T'sais, comme par exemple en Europe, il y a toujours une place principale. Si on est dans la place principale, bien, fortes sont les chances que les restaurants qui ont écrit menu touristique en gros avec un 9,99 €, c'est peut-être pas les meilleures tables du pays. Fait que de s'éloigner de ces rues-là, de sortir du centre. Et mon truc infaillible, c'est vraiment de demander aux gens. Donc, moi, j'arrête souvent les gens dans la rue au moment où j'ai faim. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est... Bien, ça dépend à qui tu le demandes. Si c'est un propriétaire de restaurant à McDo, il va te dire, viens, pas ici, c'est le produit local. Des fois, je demande à 2-3 personnes avant de trouver quelque chose à mon goût, mais je leur demande vraiment qu'est-ce que vous mangeriez si vous voudriez aller manger dans le coin là en ce moment. Et souvent, j'ai fait des découvertes intéressantes. Il y en a même qui m'ont pris par la main pour m'amener dans leur petite ruelle où il y a le resto parce qu'ils n'arrivaient pas à m'expliquer comment me rendre, où on parlait pas la même langue. Fait que, tu sais, c'était des langages des signes, là, fait que c'était plus compliqué, mais c'est vraiment de parler aux gens, de s'informer sur Internet aussi. Manger local, on le dit, hein, local. Donc, c'est les habitants qui ont la recette, c'est ce qu'eux mangent qu'on veut manger et non... Et parfois, on se fait inviter aussi à aller manger chez eux, là. Oui, bien, ça dépend toujours des pays aussi pour l'accueil. Puis côté sécurité, c'est pas toujours le truc. Mais souvent, quand on prend la peine de jaser avec les gens, de discuter, d'ouvrir cette porte-là, il y a plein de belles possibilités là, qui s'offrent à nous. Il y a aussi des cours de cuisine qu'on peut prendre. Il y a plein de façons, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup faire des cours de cuisine, même si c'est pas moi qui cuisine à la maison, c'est mon chum. Mais j'attrape les recettes puis je lui donne après. Là. Mais les cours de cuisine, particulièrement en Asie, par exemple, c'est une introduction aux épices, à comprendre vraiment l'utilisation, par exemple, du gingembre ou différents plats. Puis c'est pas très cher. Ça fait une activité où on mange et on apprend quelque chose de l'histoire et de la culture du pays en même temps. Donc, c'est un 2 dans 1. On finit par économiser finalement parce qu'on a mangé notre lunch ou notre souper en même temps. Puis des fois, on a même des restes là, pour les autres journées. Fait que c'est économique et une belle intégration dans le pays. Mais comment on fait pour savoir s'il y a des cours qui se donnent là, proche de notre endroit? Là? Tu fais des recherches avant de partir, j'imagine? C'est sûr que ça aide d'en faire avant de partir, mais souvent, les auberges ou les hôtels, ils vont avoir cette information-là, les offices de tourisme. Moi, je suis, bon, évidemment, blogueuse, donc c'est le web, ma méthode, là, fait qu'on peut facilement faire sur Google le cours de cuisine tel pays, puis on trouve vraiment beaucoup de ressources. Il y en a en français aussi pour ceux qui ne parleraient pas en anglais. Là, il y a beaucoup de villes qui offrent des ressources en français. Il y a des visites guidées culinaires aussi. Moi, j'aime bien visiter des marchés avec un interprète local là, qui va expliquer quels sont les produits. Par exemple, au Pérou, hein, vous avez sûrement eu vraiment des trucs bizarres. Là, fait qu'on sait pas trop on n'oserait pas le prendre parce qu'on sait pas trop si c'est quoi, finalement. Là. Fait que ça peut être une belle façon de découvrir les choses particulière d'un pays de faire une visite guidée gastronomique. Mais là, tu as parlé de marché, c'est une belle façon aussi de s'approvisionner de produits locaux, les marchés extérieurs. Oui, puis on peut faire on se fait des pique-niques rapidement, on prend ça, on va manger ça sur un banc de parc, on regarde les gens passer, vraiment pour s'immiscer dans la culture. On peut demander à goûter aussi, c'est là qu'on va pouvoir rencontrer les producteurs. Autant au Québec, hein, les marchés, on a des super beaux marchés locaux, l'été surtout ici. Là. Bon, à l'étranger, ils ont l'avantage de ne pas avoir l'hiver dans bien des endroits, mais c'est un parfait endroit pour manger local. Est-ce que tu as quelques sites Internet à nous proposer? Oui, bien pour ceux justement qui n'oseraient pas aller vers les gens comme j'ai proposé, on peut... il y a un service qui existe, plusieurs sites web où on réserve en ligne un repas chez l'habitant. Donc, un peu à la mode Airbnb pour l'hébergement. On fait la même chose du côté de la bouffe. Je pense entre autres à Viz Eat. Donc, c'est un site où les gens, par exemple, tu décides de faire un souper où tu voudrais que les touristes viennent manger chez toi. Tu mets en ligne ce que tu vas faire, combien tu charges par convive, est-ce qu'ils doivent apporter quelque chose ou est-ce que tu t'occupes de tout. Et puis moi, en tant que touriste, je peux aller réserver ça, tu me donnes l'adresse au moment de la réservation et j'arrive chez toi. Donc, on est des touristes autour de la table, puis on est dans une maison locale. Il y a plusieurs sites comme ça. Il y a Bonaptour, Visite, Eat With. Et bon, certains ont des sites en français, mais il y en a beaucoup en anglais, là, mais il y a vraiment une belle offre pour les gens qui n'oseraient pas aller dans la rue comme moi je fais un peu. Là, avec l'expérience, on finit par le faire, mais les premières approches peut-être sont plus faciles comme ça. C'est très intéressant. Ton mot de la fin, Jennifer, c'est il faut
oser. Il faut oser, même si on fait juste un petit truc à la fois, juste d'essayer de manger plus local, d'éviter les chaînes, puis d'aller vers des choses qui sont vraiment culturellement riches. Merci, Jennifer. Restez avec nous, on discute avec Kim Côté de la recette qu'il nous a préparée et on mange. Alors, Kim, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, je vous ai préparé, comme je te disais plus tôt, un gigot d'alpaga en croûte de capre cuit sous vide. Les petites tomates cerises aussi sont cuites sous vide. Et avec une purée au fromage de la tête sur le bio. Et l'alpaga, ben, c'est nouveau, ça, tu sais, qu'on cuisine ça. Fait que je suis allé pour le classique là, de chez Côté-S. On cuisine souvent le gigot d'agneau. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais y aller sur le classique. Et c'est une inspiration de l'Amérique du Sud, j'imagine. Amérique du Sud, oui, absolument, parce que moi, la première fois que j'ai mangé de l'alpaga, c'est au Pérou, là, mon Dieu, 20 ans. Ça te rajeunit pas, Kim? On le dira. On dira pas ton âge ici. Puis, c'est un amour qui va revenir, je crois. En tout cas, c'est une très belle assiette. Avant de déguster, Dominique, Merci. Jennifer, Kim, santé! Santé. Santé! Santé! On attaque. On attaque. C'est pas la première fois que tu en manges, Dominique. Non. Dernièrement, là, on a initié les enfants avec la saucisse. Alors, oui. Hein? La saucisse. La saucisse? Oui. Alice nous a fait de la pizza avec la saucisse d'alpaga dessus. Un succès. Ça a bien passé avec les enfants? Bon, Oui. ça passe avec les enfants, ça passe avec tout le monde. Oui, parce que ça peut être émotif un peu quand même de manger ton ami à la maison. Non, ça va. Ça va? Non, mais pour les enfants, là. Même au niveau des enfants, Augustin en particulier, qui nous demandait d'en faire régulièrement jusqu'à temps qu'on se lance. Ah oui? Puis, pour lui, ça a passé ni vu ni connu. Il sait pas c'est qui, il se rappelle pas du nom, puis ça va. Mais c'est très bon, belle découverte. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Jennifer, tes commentaires? Très tendre. Je suis impressionnée. C'est la première fois pour moi. J'aime bien ça. Moi aussi, c'est ma première fois, donc 2 premières fois. C'est un succès. Merci, Kim. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.